Seule référence à lui, c'est Cathy Mini Kids. Cathy Mini Kids est une boutique de prêt-à-porter pour des nouveau-nés et enfants. Vous y trouverez des chemises, des robes, des pantalons, des shirts, des t-shirts, des chaussures, des chouchoutes, des jouets et bien d'autres encore. Cathy Mini Kids se situe sur le boulevard Circulaire, en face de l'ancien immeuble de la Lunato. Contact plus 228 90 04 17 03, plus 228 87 16 46 46. Cathy Mini Kids, l'enfance, c'est l'élégance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de l'environnement. Voici le sommaire. La nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT, a formé au cours de cette semaine les cotonculteurs de la région des plateaux ouest Akpalimé sur l'agriculture régénérative. Les détails de cette formation sont à découvrir dans ce journal. Le Sénégal va accueillir du 7 au 11 avril prochain à Dakar un forum régional de haut niveau sur l'irrigation. Les contours de cet événement sont à découvrir dans un instant. En Afrique du Sud, la région du KwaZulu-Natal a été frappée par des inondations suite à de fortes pluies survenues le week-end dernier. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Place au développement. Face au faible rendement de la filière coton au Togo, une formation a été organisée par la NSCT, entendez, nouvelle société cotonnière du Togo à Akpalimé, à l'endroit des cotonculteurs en vue d'explorer l'agriculture régénérative comme une solution durable. Cette approche vise à restaurer la fertilité des sols et à renforcer la résilience des cultures. Le point de cette formation avec Honoré Kata. La formation organisée par la NSCT Akpalimé marque une étape dans la recherche de solutions aux difficultés que traverse la filière cotonnière togolaise. En mettant l'accent sur l'agriculture régénérative, l'objectif est d'offrir aux producteurs des alternatives pour restaurer la fertilité des sols et améliorer les rendements dans un contexte où les productions restent en deçà des attentes. Parallèlement, la gestion de la filière continue de susciter des interrogations. Depuis la prise en main du secteur par Olam en 2020, les producteurs expriment des préoccupations face aux défis persistants, notamment la baisse des rendements et l'impact du changement climatique. La légère hausse de la production lors de la dernière campagne montre des signes d'amélioration, mais les enjeux structurels demeurent. L'agriculture régénérative apparaît ainsi comme une piste explorée pour relever ces défis. Son adoption et son impact dépendront de la manière dont elle sera mise en œuvre à grande échelle et de l'adhésion des producteurs aux nouvelles pratiques agricoles proposées. Le gouvernement sénégalais et le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, en partenariat avec la Banque mondiale, organisent du 7 au 11 avril prochain à Dakar au Sénégal un forum de haut niveau sur l'irrigation. C'est un événement clé qui vise à évaluer les progrès réalisés au cours de la dernière décennie et à renforcer la résilience face au changement climatique dans les pays du Sahel. Irène Papadina pour les précisions. Le Sénégal sera l'hôte du forum régional de haut niveau sur l'irrigation du 7 au 11 avril prochain à Dakar. L'objectif est d'évaluer les avancées et les défis rencontrés par les gouvernements nationaux depuis 2013 dans leur effort pour développer l'irrigation et renforcer la sécurité dans les régions sahéliennes. Organisé par la République du Sénégal et le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SIL-SS, en partenariat avec la Banque mondiale, ce carrefour d'échanges permettra de faire un bilan des 10 dernières années de mise en œuvre des investissements en irrigation dans le Sahel. Ce forum sera l'occasion de discuter des stratégies actuelles et futures pour les systèmes d'irrigation intelligents, durables et résilients, en intégrant les défis et opportunités liés au changement climatique. Il réunira des ministres en charge de l'agriculture, de l'eau, de l'assainissement, de l'économie et des finances,
des partenaires au développement, des acteurs du secteur privé ainsi que de la société civile. C'est une occasion unique de renforcer les collaborations entre les acteurs du développement, les gouvernements locaux et les partenaires financiers pour garantir la pérennité de l'irrigation et de la sécurité alimentaire au Sahel. En Érythrée, le groupe de la Banque africaine de développement BAD et le gouvernement érythréen ont procédé à la signature d'un accord de financement de 19,5 millions de dollars pour soutenir le projet de mini-réseau dénommé Desert to Power. Ce projet de 12 MW vise à améliorer l'accès à l'énergie dans plusieurs régions du pays, de renforcer la croissance économique ainsi que l'inclusion sociale. Retrouvons Irène Papadine. Le gouvernement de l'Érythrée et la Banque africaine de développement ont signé un accord de financement d'un montant de 19,5 millions de dollars pour le lancement du projet de mini-réseau Desert to Power. Financé par la facilité d'appui à la transition, ce projet permettra la construction de mini-réseaux d'électricité de 12 MW répartis dans les régions de Tesné, Kerekebet et Barantou. Ces mini-réseaux fourniront une alimentation en énergie durable et fiable aux communautés locales. Le projet sera géré par le ministère national de l'énergie et par la Société d'électricité d'Érythrée. L'ambition du gouvernement est d'améliorer l'accès à l'énergie pour plus de 235 000 Érythréens, dont 20% de femmes et de jeunes. Les bénéficiaires directs incluent des ménages, des exploitations agricoles, des zones de transformation agroalimentaire, ainsi que des systèmes d'approvisionnement en eau. De plus de 160 écoles et 90 centres de santé situés dans la région de Glash Baraka bénéficieront de cette initiative. L'une des priorités du projet est de renforcer les capacités locales. À cet égard, 25 entreprises locales seront formées et dotées d'outils et de machines pour garantir la durabilité et l'efficacité des mini-réseaux. Le directeur adjoint du groupe de la Banque pour l'Afrique de l'Est, Léandre Bassol, a souligné dans son allocution que l'objectif de la BAD est d'accompagner les pays dans la conduite de leur propre développement. En Algérie, le ministre de l'Énergie a procédé à la pose de la première pierre de la construction d'une centrale solaire photovoltaïque dans la commune d'El Abadla. C'est avec une capacité de production de 80,1 MW. Cette centrale vise à améliorer l'accès à l'électricité, à réduire les émissions de dioxyde de carbone et à diminuer la dépendance aux combustibles fossiles à travers l'utilisation des énergies propres. Les travaux de construction de cette centrale prendront fin en 2026. Retour sur cette pose de la première pierre avec Rafietou Mbereko. Le ministre d'État algérien, ministre des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a officiellement posé la première pierre d'un projet de centrale solaire photovoltaïque de capacité 80 MW dans la commune d'El Abadla. Le projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transition énergétique et de promotion des énergies renouvelables. Il vise notamment à stimuler le réseau électrique, à réduire les émissions de dioxyde de carbone et la dépendance aux combustibles fossiles de la région à partir de l'utilisation d'énergie propre. En effet, ce projet fait partie du programme national visant à réaliser 15 centrales solaires photovoltaïques pour une capacité totale de 3200 MW réparties sur 12 wilayas. Selon le communiqué du ministère de l'Énergie, le projet s'étendra sur une superficie de 160 hectares et sera réalisé en 2 phases. En parallèle, ce projet revêt une importance environnementale et économique considérable car il contribuera à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 1,3 million de tonnes par an. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie, le ministre Arkab a notifié que le projet reflète l'engagement de l'Algérie à développer les énergies renouvelables et à réaliser un développement durable conformément aux orientations stratégiques du pays visant à renforcer sa sécurité énergétique et réduire son empreinte carbone. La réalisation des travaux de la centrale, selon le ministère, devrait être achevée en 2 phases. Les premiers sous-champs devront être livrés entre décembre 2025 et janvier 2026.
En Afrique du Sud, la région du KwaZulu-Natal a été frappée le week-end dernier par de violentes pluies provoquant des inondations. Une femme a été emportée par des eaux et les dégâts matériels sont importants, comme vous le verrez sur ces images commentées par Léonce Sabot. Le vendredi dernier, en Afrique du Sud, une femme a perdu la vie, emportée dans son véhicule par de puissantes inondations à Pinetown, dans la région du KwaZulu-Natal. Les équipes de secours travaillent d'arrache-pied pour dégager les débris dans la zone touchée. Le KwaZulu-Natal a été frappé ces dernières semaines par des pluies diluviennes, provoquant d'importantes inondations. Elles ont fait au moins 31 morts, dont 22 près de Durban, 9 à Gaborone, la capitale du Botswana, dont 6 enfants. Les autorités sud-africaines exhortent la population à éviter les déplacements inutiles et à rester loin des zones à faible altitude. Ces inondations qui ont touché le Botswana et l'Afrique du Sud ont provoqué d'importantes perturbations, notamment la fermeture des principales frontières vers l'Afrique du Sud, la suspension temporaire de toutes les écoles publiques au Botswana et de graves embouteillages, sans oublier les plus de 5000 personnes déplacées qu'elles ont occasionnées. Nombreuses sont ces régions qui ont été complètement isolées, avec leurs habitants bloqués et les services d'urgence qui sont confrontés à des difficultés dans leur effort de sauvetage. La situation reste critique alors que les interventions se poursuivent et que les communautés sont aux prises avec les conséquences de cette catastrophe. Les autorités locales travaillent avec détermination pour fournir une assistance aux sinistrés et rétablir la normalité dans la région. Les fortes pluies incessantes ont suscité des inquiétudes, incitant les autorités à la vigilance et à émettre des avertissements aux résidents. Parlons de la prochaine édition de la COP Climat qui se tiendra à Belém au Brésil. Non, la conférence des Nations Unies sur le climat n'a pas commandé une autoroute dans la forêt brésilienne. La revue Reporter et d'autres médias ont relayé la semaine dernière une information de la BBC affirmant que le Brésil allait construire une autoroute de 4 voies afin de faciliter l'accès à Belém où se tiendront les discussions. Les détails sur cette polémique avec Léonce Sabot. La semaine dernière, la revue Reporter ainsi que d'autres médias avaient relayé une information de la BBC disant que le Brésil avait décidé de construire une autoroute à 4 voies dans la forêt amazonienne. Elle serait dans le but de faciliter l'accès à Belém, la ville qui accueillera la 30e édition de la conférence des Nations Unies sur le climat prévue du 10 au 21 novembre 2025. La construction avait bel et bien commencé. Mais le projet n'avait pas été imaginé par l'État brésilien pour l'événement. Il existait depuis 2012, bien avant que le Brésil ne soit retenu pour accueillir la COP30 en mai 2023. Le secrétariat extraordinaire pour la COP30 a publié un communiqué le 13 mars disant que le projet ne vient pas du gouvernement fédéral brésilien et ne fait pas partie des 33 projets d'infrastructure prévus pour la COP30. Il déplore que des articles de presse aient évoqué à tort un lien entre le projet de construction et les actions du gouvernement fédéral pour préparer la conférence. Le média brésilien Folha rappelle que même s'il est erroné d'affirmer que la construction de l'autoroute était dans le but de faciliter l'accès à l'événement onusien, le projet a toutefois été arrêté pour des raisons environnementales. Ce n'est qu'un an après la désignation de Belém comme siège de la COP, soit le 15 juin 2024, que le gouvernement de l'État de Pará a autorisé que les travaux reprennent pour être livrés en novembre 2025 au moment de la COP. En février dernier, le secrétariat de la communication de l'État de Pará a publié que même si tous les projets, dont cette autoroute, étaient destinés à qualifier la capitale du Pará pour l'événement, soit la COP30, ils ont aussi été conçus pour garantir des améliorations des conditions de vie pour les personnes qui y vivent, travaillent ou visitent la région métropolitaine de Belém. Point final à cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de nos programmes. Green TV International, we revive Empire Connect. Vous désirez rendre vos enfants
tranquille, chic et élégant, une seule référence à lui, c'est Katimini Kids. Katimini Kids est une boutique de prêt-à-porter pour les nouveau-nés et enfants. Vous y trouverez des chemises, des robes, des pantalons, des charts, des t-shirts, des chaussures, des chouchous, des jouets et bien d'autres encore. Katimini Kids se situe sur le boulevard Circulaire, en face de l'ancien immeuble de la Lunato. Contact plus 228 90 04 17 03, plus 228 87 16 46 46. Katimini Kids, l'enfance, c'est l'élégance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Du 11 au 24 novembre 2024, Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, a accueilli les travaux de la 29e conférence des parties sur les changements climatiques, plus connue sous l'acronyme COP29. Le Togo, notre pays étant signataire de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a donc participé aux travaux de cette 29e conférence à Bakou, dans la capitale de l'Azerbaïdjan. Dans cette émission sur les changements climatiques, nous recevons pour vous Madame Riaou. Ensemble avec elle, nous repasserons en revue l'ensemble des travaux et particulièrement la participation du Togo qui était conduite par le ministre togolais de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi, au devant de qui se trouvait le chef de l'État togolais, Faure Eswazina Gnassingbé. Madame la directrice, bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Bonsoir, je vous en prie. Alors, la première question est de savoir que peut-on retenir de cette 29e conférence des parties sur ce qui s'est déroulé à Bakou, en Azerbaïdjan? Merci pour la question et surtout pour l'émission. Merci de nous avoir associés et pour l'opportunité que vous nous donnez de partager les informations.